Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu André-François Blanchette qui vient tout juste de vendre les Shakers. Je suis super intéressé de parler de ça parce que c'est un restaurant que je vais avec la famille évidemment, mais un gars qui a lancé les Taizones, qui a eu des dépanneurs, qui a eu 1001 projets, qui en a encore, mais là on parle justement de la vente des Shakers qui est assez énorme pour lui. Un gars tellement facile avec qui discuter. C'est un épisode qui va pas être si long que ça parce que vous allez voir énormément de réparties. Il sait de quoi il parle, il sait où il s'en va. Et ce que j'aime surtout quelqu'un qui a du succès comme ça, c'est un gars facile, un gars simple, un gars que oui, il a le bonheur, que l'argent, ça peut aider à avoir plus une facilité, un accès à un certain bonheur, mais de l'autre côté, un simplice, et j'adore ça. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et compagnie. Si vous n'êtes pas abonné à Patreon, qu'est-ce que vous faites? Allez vous abonner à Patreon. Pas de publicité, les épisodes en avance, des rabais chez nos partenaires, plein de beaux avantages. Donc, merci de votre support et bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. C'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie, longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. André-François Blanchette au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien, merci toi-même. Ça va très très bien. As-tu fait un review de spaghetti en t'en venant ici aujourd'hui? Hey, non. Peut-être sur le retour, il faudra en faire un, mais non, ça fait un petit bout, une couple, peut-être 2-3 semaines, je n'ai pas fait. Ouais. Moi, je te connais entre autres de ça, mais évidemment de ce que tu fais en ligne aussi. Dernièrement, la vente des shakers. On va en parler un petit peu plus tard. Good. Ce que je veux savoir, c'est qu'à mes yeux, puis je pense aux yeux de plusieurs, tu es un multi-entrepreneur. Mais d'où viens-tu à la base avant même de commencer cette aventure-là de business? D'où viens-tu? Ouais, c'est loin, là. Je viens de Sept-Îles, en fait, originaire de Sept-Îles. Puis j'ai fait mon cégep à Sept-Îles, puis je suis venu à l'Université Laval à Québec. Okay. Commencé mon bac en admin en 95, il y a déjà super longtemps. Je suis né en 94, pas dire. Je suis désolé de te vieillir aujourd'hui. c'est bon. Fait que, écoute, j'ai fait un an au bac, puis avec l'idée de dire je vais devenir multimillionnaire rapidement, je vais me partir en business. 96, après un an au bac, j'ai acheté un dépanneur. Okay. J'ai lâché l'école. Yeah. Puis là, je me disais 6 mois après, ça va être réglé, tout doit être fait. Puis finalement, c'est là que le début du chemin de croix a commencé. Là, tu sais que ça n'a pas été facile. Puis de fil en aiguille, on a bâti des business tranquillement. Techniquement, comme ça, est-ce que tu avais une famille d'entrepreneurs? Avais-tu un bagage déjà qui t'entourait, qui te donnait cette vision-là de je m'en vais au bac, je vais faire de l'argent en sortant? Oui, en effet. Ouais, c'est le cas. En fait, j'avais un papa qui était en affaires, mais qui est décédé quand j'étais super jeune. J'avais 11 ans quand mon papa est décédé. Mais il y avait une compagnie à Sept-Îles de plongée sous-marine dans le temps qui réparait des quais sous-marins, faisait du ciment, faisait de la soudure sous-marine. Fait que j'ai quand même baigné là-dedans jeune que j'allais à la shop, voir les plongeurs, voir les soudeurs, tout ça. Puis il est parti à 11 ans. Ma mère, elle a repris la compagnie, fait quelques années là-dedans, tout vendu par la suite. Puis après ça, j'ai quitté pour l'université. Puis sûrement que c'était déjà en moi de vouloir. Ouais, sûrement un peu. Ouais. Perdre son père comme ça à 11 ans, je peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile. De l'autre côté, on parle souvent, autant en affaires que dans la vie, de mentors, de figures, de personnes autour de toi. Ta mère qui a pris la relève comme ça, y a-tu d'autres personnes dans ton entourage qui ont peut-être pris, je vais pas dire le rôle de ton père, mais en même temps, t'as aidé un petit peu à poursuivre cette voie-là un petit peu entrepreneuriale? Non, pas vraiment, en vérité. Non? Ma mère est restée seule un bon bout. Elle a eu un chum, mais qui n'est pas resté longtemps. Puis écoute, je pense que c'était juste tout simplement en moi, tu sais, à l'école, mettons au secondaire, en ECC, plus jeune, il y a comme des choix de métier, faut choisir son métier. Moi, c'était tout le temps mon coché autre, mon boss, je savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas de métier qui m'intéressait à part être mon patron, faire mon horaire puis gérer moi-même mes affaires. Fait que il n'y a pas eu d'autres figures que mon papa qui était là. Je me reconnais un petit peu là-dedans au final. Moi, c'est tout un lâché. Moi, j'ai échoué. Moi, j'ai échoué au cégep. Mais techniquement, on dirait que je savais que je voulais être mon propre boss un jour dans la vie. Y a-tu quand même des moments, par contre, où tu as hésité à peut-être dire, je retourne dessus sur le milieu du travail normalement, ou est-ce que ça c'est quand même bien dessiné par la suite pour juste faire ce que tu voulais faire? Bien dessiné, non. Okay. Mais
peut-être pas d'autre choix. En fait, j'ai pas de métier. Fait sûrement que si j'avais été un avocat, peut-être j'aurais repris un jour le chemin d'être avocat, ou si j'avais été comptable, le chemin du comptable, mais n'ayant pas de métier, j'avais pas fini mon bac. Ben, c'était comme, mais là, je baisse le casque, puis je fonce, puis j'ai pas le choix. Il n'y avait pas de plan B à mon plan A. Le plan A, c'était je parte en business, puis je réussisse, coûte que coûte. Ben, ça a pris des années bien plus longues que je m'attendais. Ça a été bien plus tough que je m'attendais, mais j'ai jamais pu me dire, hey, je prends-tu le plan B, puis je lâche le A. Ça n'a jamais été le cas. Puis techniquement, comme quand tu dis que tu as lâché l'université, ça a été un coup de tête, ça a été longuement réfléchi, ça a été une opportunité. Ouais, ben, simplement le dépanneur qui est arrivé, tu sais, un moment donné, après un an. J'étais avec mon coloc à ce moment-là, puis on se disait, on se porte ça en business, on s'achète un dépanneur, puis ça va aller vite, qu'on va pouvoir en faire un deuxième, un troisième, puis ça va exploser nos affaires. Fait que, tu sais, j'ai embarqué là-dedans, tu sais, au bout, là, j'étais full time, fait que je peux plus de temps pour aller à l'école, là, fait que j'ai lâché l'université en me disant, peut-être que je retournerai un jour, mais, tu sais, j'avais pas d'intérêt, j'aimais pas ça pour la vérité. Là. Je comprends. Quand on passe de même, en même temps, un dépanneur, c'est le modèle d'affaires qui est peut-être le plus intéressant à commencer? Ben, c'est un délire, là. Mais tu sais, je pense que c'est la naïveté d'être jeune, que tu penses que tout va être facile ou que tout a un potentiel. Puis souvent que même toi, aujourd'hui, quand tu regardes des projets que tu as pensés dans le passé, tu es comme, oh my God, j'étais naïf. Mais tu sais, je pense que ça en prend un peu de naïveté à quelque part pour commencer, parce que si t'es trop mathématique, t'es trop cartésien, t'es trop rationnel au point de départ, ben tu te partiras jamais. Là. Exact. Es-tu quelqu'un qui, je veux dire, s'attache aux choses en business, ou t'es plus quelqu'un qui, tu sais, on vient de parler, là, cartésien, etc., un dépanneur. Tu sais, moi, mettons, Mindblow, je suis quelque chose qui m'attache facilement aux choses. Tu sais, dans le sens, j'aime le nom, j'aime le concept, j'aime les couleurs. Un dépanneur, c'est peut-être un petit peu plus impersonnel. Es-tu quelqu'un qui s'attache aux choses ou qui... Non? Pas ça. OK. Non, je suis plus, tu sais, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime être en affaires, j'aime les business, puis j'aime les gens avec qui je travaille. Mais dire que je suis attaché à ma business en soi, que ça soit Tyson qu'on a vendu en 2013 ou Shaker qu'on vient de vendre, j'aimais mes business, mais est-ce que j'y tiens comme un enfant? Ben non, pas du tout. Là, je comprends. Je t'ai vu faire un post, je pense, cette semaine ou la semaine passée, par rapport à combien d'argent tu devrais avoir dans ton compte pour bien vivre ou quelque chose. Puis tu sais, comme on parlait de millions, mais en même temps, un gars comme toi qui, à mes yeux, a quand même très bien réussi, a vendu des business pour plusieurs millions, t'as pas mentionné des chiffres extravagants, ou si tu penses que t'es quand même un gars assez simpliste? Je le sais pas. Je pense pas que je suis très... Je sais pas. En vérité, j'ai pas réponse à ça, mais tu sais, à un moment donné, le bonheur, ça repose pas juste sur de l'argent. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai mes 2 enfants, puis j'ai ma maison, j'ai mon char, puis ça me satisfait. Ouais. Puis tu sais, de mourir avec 8 millions, 12 millions, 15 millions, quand tu meurs avec des millions, ça sert à quoi de plus, des millions de plus, si tu as eu des journées ou des années de moins de bon temps? T'sais? Ouais, ben parce que au podcast, j'ai reçu toutes sortes de personnes, évidemment, autant des personnes excessivement riches que des personnes pas riches du tout. Ouais. Puis j'ai eu toutes les réponses à cette question-là aussi, des personnes qui, eux autres, il faut dépenser, il faut le gros luxe, il faut les choses parce que c'est leur vision du succès. La tienne, dans ce post-là, on dirait que je l'avais ressenti comme si malgré l'argent que tu fais, c'est peut-être pas ce que tu prônes à tous les jours. Puis c'est ce que je vois dans ton contenu aussi. T'es pas nécessairement quelqu'un qui flash, on dirait. Ben, pour moi, c'est pas une priorité. Oui. Je pense pas que le bonheur repose sur des choses que tu dois démontrer aux gens. Là. Oui. Pour moi, mon bonheur repose sur des choses simples. Ça fait peut-être longtemps que je travaille là-dessus. Puis la fameuse quête du bonheur, d'être riche ou pauvre, ça donne pas le bonheur ou le malheur. Ouais. Fait que si t'es pauvre puis t'es heureux, ben, mais que l'argent arrive, tu vas être heureux pareil. Puis si t'es bien malheureux puis t'es pauvre puis tu viens bien riche, il y a des bonnes chances que tu sois un riche bien malheureux. Ouais. Moi, je pense que l'argent, c'est un peu juste un accélérateur émotionnel. Fait de trouver le bonheur avant de trouver la richesse, je pense que c'est un bon défi puis c'est une belle quête à faire. Oui, puis on le voit souvent malheureusement, des gens excessivement riches qui ont l'air d'avoir tout sur Terre, exact. Mais qui sont pas heureux ou ça va même jusqu'au suicide des fois. Je veux dire, ça peut être rough des fois de voir à quel point tu penses avoir tout au monde quand au final t'as rien du tout. T'sais. Exact. Je pense pas que le bonheur, ça repose sur du matériel. Puis oui, si t'as pas une scène, t'es prêt à te faire l'épicerie, c'est important l'argent. Mais tu sais, c'est quoi la différence entre une maison d'1 million puis une de 1,8 ou de 2,5 quand t'as assez de chambres pour ta famille, puis t'as une belle cour arrière que t'aimes bien, puis t'es capable de faire un barbecue. Ouais. T'es-tu si plus heureux qu'un million de plus en maison? Je pense pas. T'sais. C'est correct, j'aime ça. C'est une belle façon de passer à mes yeux. On a parlé justement du dépanneur, on a parlé de tous les autres business par la suite. On est capable de mettre une chronologie un peu sur la suite de ta carrière à partir du dépanneur? Ouais, vite fait, mettons 96 dépanneurs. OK. Ça a été long parce que là, ça a été des années que c'était tough. Là. On pédalait, puis manque de cash flow naturellement. On s'arrachait à la vie, on travaillait. Fait que il y a eu comme un bon gap qui était long. On a essayé de faire une couple de petites business à travers. Là, ça a été comme, mettons, cigarette cover, qu'on a fait des études à cigarettes quand les photos sont arrivées, ces paquets de cigarettes avec, mettons, les poumons, les dents, tout ça. Fait qu'on a fait des étuis. Pour cacher le paquet. Pour cacher qu'on a vendu. On a fait une petite passe de cash. Ma première passe de cash jeune, mettons, que j'ai faite.
On a acheté un Dodge Viper qu'on a loué, qu'on faisait de la location pendant 1 an, que j'ai planté par Total à la fin de la première année. Okay. Fait que ça a comme arrêté ce business-là. Ouais. Pour ça, le step, ça a été 2002 qu'on a fait Star Café à côté de l'université. 2004, on a fait Star Bar à Pyramide. Ouais. 2005, ça a été de Star Bar, Star Club. 2007, on a ouvert Taizone. 2013, on a vendu Taizone. 2015, on a parti Shaker. 2014, 2015, on a parti aussi Chocolato, que j'ai vendu mémoire 2019. Okay. Puis Shaker qu'on a vendu 2026. Puis on a fait à travers Bière et Frites. On a fait Oli Burgers, qu'on a toujours, que je m'occupe encore aujourd'hui. Là. Quand même un beau petit portfolio diversifié. Ouais, puis ça paraît toujours plus beau que c'est. Là. Ouais. Pourquoi le côté alimentaire? Pourquoi les restaurants? La réponse est vraiment spéciale, c'est que j'ai pas d'éducation. Okay. C'est ça la vraie raison. Ouais. Si j'avais eu, comme je disais, si j'étais astrophysicien, sûrement que j'aurais une business dans ce sens-là, mais je n'ai pas de métier. Fait que je faisais quoi? Moi, je m'achetais un salon de coiffure, je m'achetais un dépanneur, je m'achetais un restaurant. C'est un peu les restaurants pour les vrais chefs, c'est un peu la business des gens pas éduqués. Puis là, lancez-moi des tomates, si vous voulez. Mais c'est un peu ça, pareil. Il y a beaucoup de gens en restauration que c'est pas des gens qui ont des métiers. Ouais. Tu te lances en restauration, puis tu travailles dans ta business, puis à un moment donné, tu te mets à percer, puis là, tu peux faire une chaîne ou peu importe. Là. Taizone, à ce moment-là, je veux dire, c'est-tu l'idée aux premières fois de lancer un restaurant, un succès, puis c'est devenu une franchise par la suite, ou c'était déjà tout un concept de lancer des franchises dès le jour 1? Ben, on partait souvent de nos concepts à la Pyramide dans le temps à Sainte-Foy. Ouais. Puis, quand on vivait un succès, Taizone, ça a vraiment été fort comme concept le premier. Puis, ça a comme été un par défaut de dire, là, on fait un copier-coller, je pense qu'on pourrait en faire une coupe. Fait qu'on a fait 2007 le premier, puis 2013, quand on a vendu, on a livré, on était à 29. Là. Okay. Fait ça allait quand même vite. Naturellement, on n'est pas dans le pace de Salvatore. Ouais. On est sur un pace plus régulier, mais on allait quand même assez vite à ce moment-là. Puis du moment que ça va bien, tu peux inventer la roue tout le temps, mais c'est dur d'inventer la roue, comparé juste faire un copier-coller à un moment donné. Là. Parce que quand tu vois ça comme ça, justement, tu disais pas d'éducation, un milieu comme ça, on se lance comme ça. Tu sais, on a parlé tantôt même de valeurs qui sont innées un peu l'entrepreneuriat puis autres. Là tu arrives là-dedans, tu as acheté un dépanneur, le Taizone. C'est toutes des choses qui sont venues un petit peu à toi dans l'apprentissage de que, OK, on ouvre ça comme ça, des franchises, on fait ça, etc. Où il y a eu justement des gens autour de toi qui t'ont aidé à monter ça, qui ont réussi. Je vais pas dire à t'enseigner, mais à te diriger quand même un peu parce que de ce que tu me parles, tu n'avais aucun bagage là-dedans. Non, aucun bagage. La vérité, j'ai vraiment appris sur le tas. Okay. C'est peut-être pour ça que ça a été long. Ma carrière, je suis rendu à 50 ans aujourd'hui, puis oui, il y a un succès qu'on voit, mais la pelouse est tout le temps plus verte chez le voisin, là, fait que oui, il y a un succès, mais il y a des années de vache maigre là-dedans, l'enfer, fait que oui, j'avais pas de mentor, j'avais pas pas un cousin, mettons, un père qui m'aidait ou un oncle qui est venu, j'ai pas repris rien de la famille, fait qu'on on partait de zéro, puis on inventait la roue, puis on faisait nos essais-erreurs, on améliorait notre concept, on travaillait, puis à un moment donné, on finissait par percer, puis soit on le copiait-collait ou on inventait un autre concept. Ça a été tout le temps tough, mais c'est plus autodidacte qu'un mentor en haut, mettons. Ouais, parce que tu dis 50 ans, mais on s'en fout en même temps, tu as vendu 3 différents concepts à ce jour? 3, ouais. Quand même très hot, là. Je veux dire. Ouais, la quantité de gens qui ont des business, que c'est toute leur vie au complet, puis au final, ils sont pas capables de la vendre. Ouais, ça paraît très hot, mais tu sais, les gens sont tout le temps, il y a des millions, mais quand tu regardes au bout de la ligne ce qui reste, c'est surprenamment pas tant que ça. Ben, tout ce que tu t'as mis avant, ou les dettes, ou les trucs, ou je veux dire, le temps, je le vois comme une valeur aussi en même temps. Là. Puis, tu sais, il y a tout le temps des partners. Il n'y a rien que j'ai fait que j'étais tout seul. J'ai tout le temps fait mes business à 15, 20, 25% de l'actionnariat avec 3, 4, 5 autres gars. Fait que tu peux l'aider une compagnie, puis la vendre, puis tu vends 10 millions, 15 millions, mais oui, une partie de dette, oui, une partie de l'actionnariat, oui, ton impôt, tu regardes ce qui reste, c'est comme, je ne vivrai pas rien que de ça. Là, fait que oui, si tu te mets accumulé, ça l'aide. Si tu fais un compound effect de tout ça, ça peut bien aller, mais c'est pas si facile de dire je pars une business puis je vends ça 5 ans après puis je ne retravaillerai plus. Là. Ouais. Tu sais, j'ai reçu Cédric, Paquet ici, le podcast dernièrement. Ouais. C'est avant la vente, techniquement. Ouais. Ma question pour toi, c'est est-ce qu'une vente comme ça, c'est planifié ou ça arrive un peu? Tu sais, est-ce que c'était sur le marché? Est-ce que c'était ou c'est comme surprise, puis on go with the flow? Ce cas précis-là était sur le marché, mais je vais t'expliquer comment c'était spécial. C'est qu'il y a eu une séparation dans le groupe en 2022, nous autres, moi avec mon partenaire initial, puis moi, j'ai ramassé le lead de Shaker seul à ce moment-là. Puis mon partner, il assistait plus au CA, il assistait plus au meeting, tout ça. Il m'a demandé, ça te dérangerait-tu qu'on mette à vendre? Parce que clairement, j'ai plus le contrôle sur mon actif aujourd'hui qui vaut le plus cher. Puis moi, pas m'opposer avec lui. Je dis, mettons-le à vendre, puis on verra. L'idée, c'est que je voulais pas à vendre. J'étais bien, ça allait super bien. Shaker, c'était en croissance, on n'avait pas de problème. Fait que pour pas
sais, pas avoir de chicane de plus qu'on en avait. J'ai dit, hey, mettons-le à vendre. Si jamais le prix est là, on le fera. Puis sinon, ben, au moins, je ne m'aurais pas opposé à ta demande. Fait qu'on a comme rencontré un agent, on a mis ça sur le marché, mais ça se met pas sur le marché, c'est pas dans les journaux. Là. Ouais, pas partout, c'est des teasers qui sont envoyés, puis il n'y a rien qui est mentionné du nom, c'est juste comme des chiffres, des nombres d'unités. Fait qu'on a eu quelques intérêts qui étaient semi-sérieux, qui venaient de l'Ontario. Puis tu sais, moi, de l'Ontario, je ne vais pas faire un switch à Toronto, puis aller là-bas 2 jours par semaine pour faire une transition. Fait que c'était comme, ben non, on passe direct, puis ils se sont même désistés, eux. Puis à un moment donné, il est arrivé le groupe Salvatore, le groupe Abatiello, je suis comme, OK, ça, il y a un bon fit, parce que là, je suis proche. Pour une passation, c'est super facile. Pour moi, on est même dans la ville de Québec, c'est même pas Montréal. Le prix est intéressant, le deal est intéressant, les gens sont intéressants. Fait que ça s'est comme passé naturellement à partir de là. Fait que grosso modo, j'ai rencontré Guillaume, je pense, en juillet 26 pour signer un LOI en septembre-octobre pour un closing en mai. Là. C'est quand même ça se fait quand même assez rapidement. 7-8 mois total de négo, mettons. OK. Plus le due diligence que de négo, parce que le négo, c'est au début que ça se passe. Après ça, c'est le due diligence qui est plus long de vérification de tout. Là. Toi qui disais comme ça, qui hésitait à vouloir le mettre à vendre comme ça fait-tu quand même quelque chose? On a parlé tantôt un petit peu plus d'émotion, de trucs par rapport à s'attacher à un concept. Bah, je veux dire, il y a tout le temps ce petit côté-là, oui, qui est là. Mais tu sais, tu regardes le chèque, t'es comme, ben, c'était correct. Là. Non, mais c'est ça, pareil. Qui vient faire le bon. Non, exact. De l'avoir donné, je serais malheureux, mais de l'avoir vendu à juste prix, ben, c'est correct, parce que ça te permet de voir, tu sais, d'ouvrir tes yeux sur d'autres opportunités, de penser à faire d'autres choses, de peut-être ralentir un peu ou d'investir ailleurs. C'est un nouveau champ d'opportunités qui se trouve à partir de là. Puis ça, je trouve ça trippant. Tu sais. Toi, comme transition, c'est des choses que tu peux mentionner. T'as-tu comme un temps? Y a-tu un an? Y a-tu 2 ans? Moi, j'ai signé un contrat de consultant 18 mois. OK. Que je pense pas qu'ils vont avoir besoin de moi 18 mois parce qu'ils sont vraiment structurés. Ouais, c'est ce qu'on voit. C'est une grosse équipe, là, à Abatiello, pour vrai. Fait que je pense pas qu'ils ont besoin de moi longtemps. Je vais-tu rester là à 1 heure, 2 heures, 3 heures semaine pendant 1 an? Ben, fort probablement. Puis moi, à partir de là, ben, je suis là 18 mois minimum s'ils en ont besoin. Puis s'ils n'ont plus besoin, ben, ils vont me dire merci, puis c'est correct. J'en ai pas besoin pour vivre. Puis je suis content d'être là parce que je suis encore actionnaire de d'autres. J'ai gardé des shakers, que je suis actionnaire encore. Fait d'avoir les yeux un peu dedans, pareil, puis des conseillers s'ils ont besoin, ben, je trouve ça trippant. Parce que je voyais, je vois encore la croissance des shakers, comme tu l'as mentionné. J'ai des amis qui en ont plusieurs dans le coin de Saint-Jérôme et compagnie. Donc, de voir justement que ça arrête jamais en ce moment, puis de voir un groupe comme les Abatiello, que c'est dans leur objectif, justement, à travers leur... C'est 500 ou c'est 1000 restaurants qu'ils veulent viser? Quelque chose comme ça? Je pense qu'ils ont switché l'objectif de 1000 restaurants à 1 milliard de chiffre d'affaires. Fait qu'ils ont éliminé le nombre d'unités pour plus un chiffre d'affaires total qui est maintenant d'1 milliard pour 2029. Je pense qu'ils sont près de 300 là. C'est fou. Ça arrive vite, pareil. C'est fou, pareil. Ah non, il y a un bon défi. Là. C'est assez incroyable. Une question que j'aime souvent poser à quelqu'un comme toi, justement, qui a eu du succès, qui continue à en avoir, que là, il a peut-être vendu des entreprises. Y a-tu un moment où pour toi, l'entrepreneuriat, c'est comme... Je vais pas dire que c'est assez, mais tu sais, on a parlé d'investissement, on a parlé peut-être acheter d'autres business, d'autres affaires. Pour toi, c'est-tu quelque chose qui est juste tellement en toi qu'il n'y a pas nécessairement de moment? Tu sais, on parle souvent de retraite, quelqu'un qui travaille 9 à 5 ou whatever. On parle de retraite parce qu'on veut arrêter de travailler puis se concentrer sur autre chose. Quelqu'un en business, on y pense matin, midi, soir. C'est comme c'est dans notre tête. Ouais, toi, en ce moment, qui viens de vendre comme ça, comme un de tes plus gros projets, y a-tu encore des envies de toujours continuer? Ou il y a de comme, OK, hey, je peux-tu juste profiter de ma vie? Puis comment tu le vois? Je pense que c'est un mix des deux. Je profitais déjà de la vie, la vérité. Je te mentirais pas. Je n'étais pas un gars, puis je suis pas un gars qui travaille super fort. Je suis un gars qui travaille bien. Ça fait des années depuis la pandémie que j'ai pas travaillé plus que 3 jours par semaine. Fait que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais à la maison avec mes enfants et ou ma femme. Fait que 3 jours par semaine, ça passe vite d'aller travailler pareil. Fait que tu condenses tout en 3 jours. Puis dans les 3 jours, ben, je pars travailler, il est 9-10 heures, j'en reviens, il est 4-5 heures. Fait que des semaines de 18-20 heures, c'est pas épuisant, pareil. Fait que je peux pas dire que je suis comme épuisé d'aller travailler. Puis, tu sais, comme tu dis, on est programmé comme ça. Fait que moi, l'envie d'arrêter, je l'ai pas. J'ai-tu envie de ralentir? Oui. J'ai-tu envie de le faire par passion et non par obligation? Oui. Il y a des choses qu'à un moment donné, par le temps, dans ta business, t'es tellement pris dedans que ça devient une obligation d'y aller. Ça, je veux que ça arrête. Ça l'arrête avec Shaker. C'était ma dernière obligation officielle. Maintenant, fait que ça a arrêté. Mais je vais-tu continuer toute ma vie? Bien, sûrement que l'année que je vais mourir, j'avais une business dans la tête encore, là, sûrement. Parce que là, comme ça, comme tu dis, qu'est-ce que tu as créé ton 3 jours? T'es-tu 3 jours au bureau, mais 7 sur 7 disponible? Est-ce que tu as réussi à créer justement des barrières ou est-ce que t'es 4 autres jours, tu peux être disponible, mais comme t'es-tu au téléphone du matin au soir à la maison? Je suis pas au téléphone du matin au soir. Je reçois-tu des mails? Oui. Je reçois-tu des téléphones? Oui.
mais de moins en moins de personnes. Je pense que j'ai rapetissé le cercle autour de moi à quelques personnes qui peuvent m'appeler, puis je réponds pas mal tout le temps. Puis sinon, ben, naturellement, il y a des paliers, à un moment donné, il y a des firewalls qui bloquent des choses pareilles pour se rendre à moi. Là, ouais. As-tu vu la différence peut-être au début de ta carrière versus aujourd'hui dans le concept de créer une business qui peut se vendre? T'sais, on a parlé des dépanneurs, je pense que c'est très vendable comme concept World. Y a-tu eu des business ou des choses qui étaient peut-être pas un concept qui allait potentiellement pouvoir se vendre versus les restaurants où on dirait que c'est quand même quelque chose qui est tangible, là, que tu sais que tu peux mettre ça sur le marché par la suite. Ben, je pense que les restaurants, ça l'est depuis un bout, mais tu sais, ça vient avec des full groups qui commencent à posséder pas mal de stock pareil. Ça va-tu être encore possible à long terme? Je le sais pas. Tu sais, Abatiello sont en grosse course d'achat. Foodtastic encore. MTY, oui, mais un peu moins. Recipe à Toronto, quand même moins. Fait, je pense que les full groups sont quand même consolidés aujourd'hui. Est-ce que ça va s'épuiser? Je le sais pas, mais tu sais, mettons exemple, Foodtastic, ben, il a acheté Second Cup. Il ne rachètera sûrement pas un autre café. Puis là, Abatiello vient d'acheter, ils ont une pizza, ils vont sûrement pas acheter une autre pizza. T'sais, peut-être que oui, mais à un moment donné, tu fais ta propre compétition ou tu gères ta compétition, fait que ça peut être un ou l'autre. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'était vendable parce que c'était comme du détail normal, là, mais je sais pas la vérité. Sur les vétérinaires, ça s'est tout vendu, ça se vend tout aux mêmes personnes dernièrement. Fait je sais pas quoi qui se vend pas. Je pense que chaque business qui est bien fait, qui a un beau profit en bas, qui a un beau baya, ben c'est vendable. Puis n'importe quoi qui affiche pas de baya parce que t'es comme waouh, c'est beau, mais ça fait pas une scène, ben good luck pour le vendre. Là. Puis toi, es-tu plus en mode comme ça, d'avoir des choses comme ça qui peuvent se vendre ou en mode acquisition de d'autres projets qui. Ou est-ce qu'un va pas sans l'autre? Ben là, c'est les deux, je dirais. On a acheté il y a 4 ans le Portofino dans le Vieux-Québec, un restaurant italien que j'adorais moi comme client. Puis jamais je vais le vendre de ma vie. Là. C'est la même franchise qu'il y en a ici à Laval? Puis... Non, ici. Il y a Portofino? Oui, il y a Portofino qui est une franchise. Québec, c'est Portofino. Il y en a un. Il y en a juste un. Il est là depuis 93 de mémoire. Je l'ai acheté en 2022. Mais jamais je vais le vendre. Il n'y a aucun objectif de vente là-dedans. C'est de dire, ben non, c'est le restaurant que moi et ma femme, on va souper une fois par semaine. C'est un restaurant qui a un beau profit. Ça me fait vivre un peu. Je l'aime, j'aime y aller. Jamais je vais vendre ça. Que ce soit après ça, les burgers, bière et frites, ben ça, c'est des chaînes qu'on lève. Est-ce qu'il y a un potentiel de vente? Oui. J'ai-tu intérêt à le vendre? Moins qu'avant. Parce que j'ai un peu plus de sous que j'en avais. Fait que là, il y a moins l'attrait de je veux mettre un peu de cash dans mes poches. Tant que ça va être le fun, on va le garder. Jusqu'à temps que quelqu'un y arrive avec une offre trop bonne. Tu as une maison de 500 000, tu t'offrir 525 000, tu n'avais sûrement pas. Mais je t'offre 1,2 pour ta maison de 500. Même si tu l'aimes, ça se peut que tu t'en aides. 100%. Ça ressemble à ça. Petite pause au podcast d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui se trouve à être 40 Uniform, qui est une compagnie incroyable qui font de l'impression de vêtements corporatifs. Si vous avez une compagnie qui a besoin de quoi que ce soit, des tote bags comme ça à l'effigie de votre entreprise, des casquettes, des hoodies, des manteaux, name it. Peu importe ce que vous avez besoin, ils ont les meilleurs forfaits au Québec, tout simplement. Si vous voulez imprimer 50 t-shirts pour vos gars sur le chantier de construction, peu importe qu'est-ce que vous avez envie, 40 Uniform peut rendre ça réalité. Rendez-vous sur le site web dès maintenant et allez voir les différents forfaits qui sont disponibles. Et merci énormément à 40 de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. De retour à l'épisode. On a parlé d'avoir de l'argent, avoir des enfants. Toi qui as été justement élevé un peu dans l'entrepreneuriat, mais en même temps qui a fait ses devoirs lui-même, qui a fait ses erreurs, etc., qui a appris dans le tas. C'est quoi ta vision par rapport aux enfants avec tout ça? Est-ce qu'on est dans un mode où est-ce que tant mieux, on a beaucoup d'argent, mes enfants, on va pas dire vont avoir tout ce qu'ils veulent, mais vont avoir une vie beaucoup plus facile étant jeunes adultes? Ou on est dans une mode un petit peu plus, faut qu'ils l'apprennent eux aussi, la vie, comment ça fonctionne? Sûrement un mix de tout ça. Vont-tu l'avoir plus facile? Ben, c'est correct. Forcément, par la force des choses, plus facile qu'un milieu défavorisé. Maintenant, ça va être mon devoir de leur apprendre les valeurs de l'argent, parce que ça, c'est un bon défi aussi. Ben oui. Ils vont-ils avoir accès à l'argent? Oui, s'ils le font bien, mais je pense pas gâter gratuitement pour pourrir ton enfant. Je pense que c'est une mauvaise idée. Fait que ça va être à moi de les embarquer tranquillement dans des business, leur faire comprendre c'est quoi le travail, c'est comment on se rend à générer de l'argent, parce que de l'argent, ça tombe pas du ciel. Ouais. Fait tu sais, j'ai parti il y a 3-4 ans déjà. Mes enfants, je pense qu'il y avait 2 puis 4 ans, 2 puis 5 ans. Okay. J'ai acheté des genres de balais mécaniques pour laver les pelouses, qu'à chaque printemps, on sort ça, je mets ça sur Marketplace, puis je m'occupe de ça avec ma blonde, puis il apporte le bidon de gaz, puis il rentre dans le char. Puis à chaque jour, on compte comment on a loué les machines, comment on a rapporté d'argent, puis on sépare ça à la fin. J'essaie d'instaurer ces valeurs-là en eux. Ça va-tu marcher? Ben ça, c'est le temps qui va nous le dire, c'est jamais facile. Mais chose ça, je vais
pour forcer, mais je vais mettre la pression un peu pour que tranquillement, ils se rentrent en affaires. Pareil, pour moi, je pense que la voie de la liberté, c'est par la business, mais ça m'appartient. Ouais. Parce que tu as une vision différente par rapport à l'école vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as des minimums pour tes enfants de dire... Non, j'ai pas de minimum. Je pense que les vraies valeurs qu'on oublie de donner à l'école, c'est comment gérer de l'argent. Ouais, c'est ça que je vais essayer de faire first. Leur montrer comment gérer des sous. Puis que dire que la machine gouvernementale, moi, je suis pas tant pour ça. Dire, hey, wow, deviens un beau mouton pour la société. Là. Pour moi, c'est pas le chemin que j'ai choisi. Puis c'est pas lui que je vais enseigner à mes enfants. Je vais plutôt essayer de leur faire comprendre comment on gère des sous, comment on peut produire de l'argent, comment on peut générer de l'argent, comment on peut créer une entreprise, c'est où les difficultés, comment tu dois bûcher gratuitement, pendant combien de temps, pendant longtemps avant de générer une scène, comment tu investis ta vie qui te rapporte rien pour qu'un jour, elle te génère des sous sans que tu travailles pour, fait que c'est là-dessus que je vais travailler plus, je pense. Tu es de plus en plus actif sur les réseaux en ce moment. On dirait qu'on le voit des fois un peu plus comme un modèle éducatif. Je ne sais pas si c'est le même que moi je le vois. Ben, je te voyais moins avant. Maintenant, on dirait que je te vois plus présent. Puis plus, est-ce que justement, la vente des différentes entreprises, l'expérience que tu as acquise aussi, es-tu plus en mode, je ne vais pas dire redonner au suivant, mais peut-être quand même... Un peu. Ouais, je pense un peu. Okay. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Puis il y a beaucoup de mes amis qui me demandent conseils pareils. À tort ou à raison, mais qui me le demandent. Puis, des fois, je me dis, pourquoi j'en ferais... Tu sais, c'est, mettons, les business tips of the day, mais je me rendais... Ça a commencé parce que, mettons, un de mes parents disait, hey, qu'est-ce que je devrais faire? J'étais comme... Mais, des fois, ça me semble logique. Tu sais, quand tu as déjà passé d'un chemin, c'est toujours plus facile quand tu l'as jamais fait. Fait qu'on dirait de la psychologie, ça fait comme 20 ans, j'en fais beaucoup, on dirait. Fait que, tu sais, des fois, les gens me disent, ah, qu'est-ce qu'on fait telle affaire? Je suis comme, mais me semble, ça me paraît logique que c'est ça qu'on devrait faire, tu sais. Pourquoi je fais pas un business tips là-dessus? Fait que je me suis mis à partir des business tips of the day là-dessus, puis ça dévie tranquillement sur d'autres affaires. Ouais. Fait que oui, un peu en mode éducatif. Puis souvent, le monde me demande pourquoi tu fais ça, puis j'ai même pas la vraie raison. C'est comme, je le fais parce que ça me plaît pour l'instant. Puis oui, on a tout entendu. Ça a commencé avec l'idée d'humaniser les brands, qu'on entend beaucoup parler. Puis Shaker, qui n'était pas humanisé du tout à ce moment-là, on a commencé, moi et Cédric, à humaniser le brand. Puis on s'est rendu compte que le naturel, c'était bien plus Cédric pour le brand. Puis c'était parfait. Puis moi, j'étais comme, j'ai pas envie d'humaniser tant que ça Shaker, finalement, parce que c'est bien plus Cédric si ça y va bien. Pourquoi ça serait pas plus humanisé comme, pas humaniser, mais faire le personal brand que tranquillement, il pourrait rapporter autrement, tu sais. Je comprends. Quand, comment, c'est pas important. Ouais. Est-ce que c'est difficile de gérer beaucoup d'êtres humains comme ça dans une vente? Je veux dire, j'ai pas nécessairement demandé le feeling à Cédric. Je sais qu'on a peut-être parlé dans le podcast avant que vous avez fait ensemble. Cédric, c'en est un, mais il y a plein d'autres personnes. Il y a plein de franchisés, il y a plein d'employés. Il y a sûrement d'autres personnes à la direction, les affaires autour aussi. Commencer en tant que propriétaire, faire une vente, puis avoir autant d'émotions et de gens individuels à gérer, mais en même temps à vivre aussi qu'est-ce qu'eux pensent à travers cette vente-là et compagnie. Ta question est vraiment bonne, Samuel. C'est la première fois qu'on me la pose, puis c'est officiellement une des choses les plus dures, bizarrement. Parce que tout le monde a son film. Tout le monde est l'acteur principal de son film. Ouais. Puis le film, c'est pas qu'ils vendent le business, c'est que le job est en jeu. Ouais. Puis ça vient tannant parce que ça fait des années que tu es proche de des personnes, des années que tu travailles puis qu'ils montent la business avec toi. Est-ce que c'est de leur faute que ça marche? Ben non. Mais ils ont-tu participé? Ben oui. Ouais. Puis c'est comme si tu avais un bateau, puis ils sont quand même... sont matelots, là. Ils sont dessus, puis ils travaillent fort, puis ils se donnent cœur et âme. Puis on leur doit respect pour ça. Mais c'est quand même pas eux qui décident où est-ce que le bateau vire. Exact. C'est quand même pas eux le capitaine. Puis à un moment donné, comme je prends une décision d'affaires, je l'ai monté dans ce sens-là, dans cet objectif-là, dans cette pensée de dire, un jour, si je peux, à bon prix, je vais vendre. Le moment arrive, t'es comme, mais fuck, je vais quand même déranger du monde dans leur routine de vie, puis je vais leur créer une insécurité. Puis le délai, il est long. Ça paraît pas si long, 7-8 mois. Mais ça coule, à un moment donné, cette information-là. Puis, tu sais, à un moment donné, t'es rendu, mettons, dans le due diligence, aller voir le comptable, dire, ben, j'ai besoin de telle donnée. Puis t'es comme, ben là, ils sont pas si innocents, le monde. Ils sont comme, attends un peu, il me semble que tu demandes du data, c'est un méchant temps par rapport à d'habitude. Ben oui. Qu'est-ce qui se trame, tu sais? Naturellement, qu'est-ce qui se trame? Ben, quand t'es groupe Blanchette qui a déjà vendu Shaker, qui a déjà vendu Chocolato, puis là, ça commence avec, j'ai dit Shaker, mais Tyson, excuse-moi, Tyson, Chocolato, puis on est rendu avec Shaker, ben, le monde, c'est comme, hey, c'est-tu l'histoire qui se répète? Puis là, ben, il s'installe une insécurité. Puis toi, t'as signé un NDA que t'as pas le droit de parler. Puis t'es comme, là, t'es rendu quasiment à mentir. Puis là, t'essaies d'éviter les questions. Puis si vraiment la question vient, mais t'as pas le choix de mentir. T'as signé des grosses pénalités. T'es comme, ben, c'est pas ça l'objectif pour l'instant. C'est d'autres choses, patati, mais t'es pas bien là-dedans. Fait que c'est un moment qui est dur parce que il y a du monde qui vont choisir de rester, puis il y en a qui n'auront pas le choix. Ouais. Ils vont juste perdre leur job. Puis ils vont l'apprendre pas mal à la dernière minute, malheureusement pour eux.
Puis c'est pas moi qui contrôle cette partie-là. Puis c'est pas moi qui décide qui a bâti Hello Garde. Ben oui, of course. C'est un listing de noms qui reçoit avec des tâches. Puis comme, ben lui. Puis eux autres, c'est de la mathématique, c'est pas de l'humain, il n'y a pas d'émotion. Ouais. C'est lui, on l'a. Ah, pas besoin. Ça on prendrait. Ça, on le prend pas. Mais c'est pas Julie qui prenne pas, c'est le poste de. T'sais. Ouais. Parce que là, en plus, là, dans une acquisition, ils les connaissent pas. Puis c'est ce que je trouve des fois difficile en business, c'est de. Tu sais, on dit souvent comme. Fais-toi pas ami avec tes employés directement. Puis il y a des gens qui ont de la culture d'entreprise complètement différente de ça. Qui est, non, on va manger. On a du culture building dans la compagnie. Puis il y en a d'autres que c'est très froid. Puis que tu le sens, ton boss, il n'y a aucune appartenance. Ou c'est très... Tu sais, c'est comme quand je parle avec mes associés, de parler, tu sais, objectif de c'est quoi, si un jour on veut vendre, c'est ça. Puis que j'ai mes employés en arrière dans le bureau, dans les trucs. J'ai tout le temps un petit côté weird dans ma tête. De me dire, ces personnes-là travaillent tellement fort, mais un jour où je vais vendre... Tu peux pas non plus nécessairement donner un bonus à tout le monde. Dire, ça n'a pas de sens. Ben non, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas pris le risque. Exact. Puis ils ont été rémunérés souvent... pour chaque heure travaillée. Voilà. Pareil, maintenant, on peut remettre en doute si le taux horaire était correct. OK, ça, on peut le remettre en doute. Mais du moment que tu n'as pas pris un risque, pourquoi tu aurais un montant à la vente? Ouais. À part si tu assures une passation, à part si tu permets un transfert ou une vente réelle, parce que des fois, ça se peut, les acheteurs diraient, mettons, hey Samuel, on va t'acheter, mais tel employé, s'il s'en vient pas, je peux pas t'acheter. Bon, mais là... Carl, tu vas avoir un bonus de 100 000 parce que j'aimerais ça que tu t'en ailles. Ouais. C'est quand même... c'est des grosses affaires à penser quand même, mais comme tu le dis, à un moment donné, tu passes à l'action. Puis tu avances. Puis ton point, il est bon. Si on devrait être près ou loin de nos employés, moi, j'ai peut-être un peu un hybride. Je t'en dis, moi, je veux pas être aimé de mes employés. Je veux être respecté. OK. Je suis pas quelqu'un qui se tient avec mes employés. Okay. J'essaie de garder une distance avec eux quand même, d'être super aimable, toujours respectueux. Mais dire que c'est mes amis, ça crée des drôles de tensions un jour, ça, tu sais. Un chum que tu lui donnes des tâches à faire puis ou des responsabilités ou qui est imputable de quelque chose puis qui est rendu avec une conséquence parce que c'est tannant quand c'est ton ami. Puis on dirait, moi, j'ai des partners que c'est mes chums, des employés que c'est mes amis, j'en ai pas. As-tu l'impression que c'est juste faisable depuis que tu es justement un peu plus éloigné des business? Tu sais, genre encore me prendre en exemple quelqu'un qui est là, c'est day-to-day, donc tu es vraiment dans l'activité quotidienne de la business. Tu te tiens avec les employés, veux pas, dans le cadre de leur chiffre de travail, versus, je suis un peu plus à l'extérieur, ils ont un département de ressources humaines qui les gère. Tu sais, il y a d'autres humains qui gèrent leurs émotions puis leurs trucs. Moi, je suis un peu plus laid-back à l'extérieur de tout ça. Ben, plus c'est petit, plus c'est inévitable d'être prêt. Là. Exact. Absolument. Fait qu'il y a sûrement un niveau, il n'y a pas de danger que le gars de Red Bull, il est près de ses employés tant que ça. De son noyau, sûrement. Mais pas d'un gars qui est à l'encaneuse. Je suis sûr que je suis plus ami avec les gars de Red Bull que... J'ai bien des amis chez Red Bull. Là, okay. Y a-tu des choses qui t'enthousiasment beaucoup pour le futur? Y a-tu des choses qui te drivent en ce moment? Puis on a parlé, bon, je sais que les enfants se l'est. Y a-tu des nouvelles passions que tu t'es découvert justement avec plus de temps comme ça? Y a-tu déjà des concepts, des choses de business qui t'attirent, pour la future de... Ben, des business, oui, c'est... Bière et frites, qu'on a bien du fun dedans, c'est un site qui est un concept qui a été bloqué un peu avec la régie. Là, c'est à cause des problèmes de permis d'alcool que c'est tout réglé. Là, on a le feu vert, on peut avancer. Je pense que c'est un concept qui pourrait vraiment pousser rapidement. Oli Burgers, que j'aime beaucoup le produit. Puis après ça, ce qui m'enthousiasme, c'est juste de vivre heureux. Là. C'est tellement cliché, mais c'est tellement pas si facile d'être heureux. C'est sûr. Que de travailler là-dessus, puis... d'être avec ma femme qui est à la maison, s'occupe des enfants. Tu sais, je tiens à ce qu'elle n'ait pas d'emploi. Je veux qu'elle soit disponible pour, hey, on part-tu ce week-end? On part-tu cet hiver? Là, on va recommencer à passer nos hivers en Floride. Je veux pas qu'elle ait un job, qu'on ait une liberté. Puis, tu sais, je pense que le vrai bonheur, c'est souvent d'avoir le choix de faire ce que tu veux faire avec une certaine capacité monétaire de pouvoir le faire sans exagérer. Puis, tu sais, plus me concentrer juste sur le bonheur. Je pense que ça va être ça, mon futur, là. Ben, puis j'ai déjà 50 en passant. Là, j'ai un bout de données. T'en restes plein. Oh, oui, mais il reste que la vingtaine, tu pédales comme un fou, tu te cherches. La trentaine, tu fucking grind en temps normal. Là. Puis la quarantaine, tu commences à apprécier. Puis la cinquantaine, comme OK, il faut que j'en profite parce qu'il reste que des dizaines. Il en reste putain pareil. Là. Ouais, il reste deux bonnes en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Y a-tu... Ça, c'est la question plate, mais que j'aime donc. Vas-y. Y a-tu un conseil que tu donnerais à ton jeune toi, puis à des gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont justement peut-être autant en recherche que aussi un peu qui étaient comme toi puis moi, qui sait qu'ils veulent aller en business, qui sont peut-être encore aux études, mais qui commencent leur petit projet, mais quelque chose que tu aurais voulu te dire, tu as pris ça à la dure, dans le tas, tu as dû apprendre tout ça toi-même. Y a-tu des choses que tu aurais fait différemment que tu te conseillerais à ton jeune toi de faire? Ben,
ça va encore, c'est tellement cliché, on dirait des fois, mais tu sais, d'accepter que l'échec va venir, là, puis de te préparer à l'échec, mais pas de l'avoir comme un échec. Puis c'est tellement cliché, mais c'est vrai. C'est ça pareil. Parce qu'on traverse ça. Tu sais, c'est inévitable. Les gens qui n'ont pas d'échec, ils n'auront pas de succès. Si tu passes par là, puis souvent, on vient bien démoraliser parce que c'est sûr, quand tu t'emboîtes les pieds, puis tu te pètes la gueule à terre, c'est tannant. T'es comme, hey my God, je vais-tu me relever? Mais c'est ça, le chemin de la réussite, pareil. Ça se fait pas un chemin qui est une ligne droite vers en haut. C'est chaotique un peu, le succès, pareil. Puis le succès, ça vient... C'est pas une mer tranquille. Tu sais, le succès, ça vient par des difficultés, par des erreurs que tu corriges, puis que tu pensais que tu as bien corrigé, mais qui redevient une erreur, puis tu repiles par-dessus, puis tu es comme, mais c'est pour ça que je vais réussir, parce que moi, je lâche pas. Tu sais. Puis le succès, ça vient quand tu lâches pas. Ça vient pas quand tu prends des bonnes décisions, parce que des mauvaises, tu vas en prendre aussi. Fait de me dire, à moi, juste de dire, hey, prépare-toi, parce que le plus beau s'en vient, mais le pire aussi. Puis quand que le pire arrive, ben, c'est juste pour te rapprocher du plus beau. Tu sais. J'aime ça. Qu'est-ce que c'est un vrai... Hein? Je vais pas dire un poète, mais quand même, malgré tout. Parce qu'au final, c'est ce que je pense qui est important pour les gens de comprendre, c'est la quantité. Moi, j'ai toujours dit, un entrepreneur, c'est un qui règle des problèmes. Au final, si on trouve des solutions à une tonne de problèmes, puis si notre quotidien est rempli de problèmes en tout temps, des fois des plus petits, des fois des plus gros, mais d'être capable, comme tu l'as dit, de faire face à la négativité, aux problèmes, aux échecs aussi, parce que des fois, tu as une bonne idée, puis que ça plante, puis tu ne réussis pas au final. Tu es toujours capable de te relancer, de te réinventer, de trouver d'autres façons, puis de chaîner au final à travers tout ça. Puis ton point, il est bon. Tu sais, un entrepreneur, c'est pas du bonheur qu'on partage souvent. Là. Si on gère des problèmes. Tu sais, fait comment tu deviens à l'aise dans le malaise, parce que c'est pas mal ça que tu vis. Tu sais, que ce soit l'insomnie ou la résolution de problèmes, mais c'est comme, c'est tout le temps. Là. C'est rare que tu te lèves, t'es comme, oh my God, ça va être cool aujourd'hui. Oh my God, c'était le fun. Puis je me relève, wow, c'est encore. Non, c'est comme, qu'est-ce que j'ai à régler? J'ai tel feu qui brûle, je fais quoi? Fait que je suis tout le temps en résolution de problèmes. Fait que je pense de devenir à l'aise dans la résolution de problèmes, donc à l'aise dans le malaise, ben, je pense que ça va t'aider à traverser la tempête. Là. J'aime ça. On a été super conservateur dans ton enthousiasme pour le futur et compagnie. Y a-tu quand même des choses spécifiques, genre, on va-tu te voir au Dragon un jour? On va-tu te voir comme étant un mentor? On va-tu te voir... C'est-tu quelque chose que toi... ça te motive, on n'a pas de redonner au suivant, mais en même temps d'agir dans cette figure-là, un peu de mentor qu'on a dit. Tu n'as pas nécessairement eu de mentor. Toi, te vois-tu là-dedans? Puis la réponse peut être complètement non parce que ça ne te tente pas. Je le fais indirectement déjà. Hein. J'ai déjà peut-être 6-7 groupes et ou personnes que je vois une fois par mois, une fois par 2 mois, puis je leur conseille, puis je ne mettrais pas ça sur les réseaux sociaux parce que le gars, il y a un restaurant, puis le but, c'est pas de dire qu'il a besoin d'aide. Ben non, tu sais, mais il vient voir un gars qui est... Peu importe, j'ai plusieurs corps de métiers différents que je vois ces temps-ci, puis mon but, c'est juste de les aider. Oui, j'aime ça faire le mentorat, puis je pense que c'est mon expérience qui me permet de pouvoir les aider parce que eux traversent des tempêtes que j'ai traversées. Fait que par le fait que je l'ai déjà fait, ça me semble plus logique. Fait que dans le futur, c'est quoi qui m'attend? Je ne le sais pas. Clairement, une de mes forces en affaires présentement, c'est que j'ai quand même j'ai un bon thinking sur une résolution de problème. Fait que moi, de moi un paquet de problématiques, c'est quoi la meilleure solution? Honnêtement, je pense que j'y arrive souvent. Fait de siéger sur des CA, ou de conseiller des gens, ou d'agir en tant que mentor sur certains groupes, forums, compagnies, peu importe, je pense que c'est quelque chose que je pourrais performer, tu sais. Fait qu'à savoir ça va se passer comment, je n'ai aucune idée, mais... Tu go with the flow, hein? T'as l'air d'une personne comme ça. T'as l'air d'une personne juste qui va avec ce que la vie amène. En même temps, tu prends les décisions qui t'amènent à ça, mais t'as pas l'air trop... Autant trop stressé, mais de trop te mettre de pression par rapport à ça. Comme si ça peut venir à toi, ce sera ça. Ça va venir. Tu sais, ce que tu souhaites puis tu sèmes dans l'univers, ça va finir par venir. Puis tu sais, ça me stresse pas, ce bout-là, pour vrai. Je suis comme, ben non, mais allons, ça va venir quand ça vient. Puis il n'y a pas de presse. Tout se passe comme ça doit se passer quand tu prends ton temps. Puis tu n'es pas pressé. Puis je suis quelqu'un qui aime à la base la répartie. Tu sais, moi, j'aime pas tout prévoir. Que ce soit pour un podcast, si tu m'envoies des questions, je ne vais pas y lire. J'aime pas ça d'être trop prêt, d'être trop préparé, puis genre, moi de sortir une réponse que j'ai composée avec chat, là, ça m'intéresse pas du tout. Fait j'aime la répartie, fait que la vie est faite comme ça aussi, puis tu sais, d'avoir juste les yeux puis les bras ouverts, ben, les opportunités vont venir. Puis si tu cherches juste une chose précise, ça arrivera pas un peu comme l'amour, là. Le gars qui est célibataire, puis il cherche. L'amour, elle te frappe quand tu t'y attends pas. Mais la bonne business aussi. Là, j'adore ça. Sur ces beaux mots de fin, merci beaucoup, André-François, d'être venu sur le podcast Ordinaire. J'ai même pas eu besoin d'énergie. Tu l'as dit réparti, mais comme les deux, on s'est relancé tout le long, puis c'était juste parfait. Merci beaucoup. Félicitations pour tes récents succès. En fait, tous tes succès. Je te souhaite de continuer ça au maximum. On va te suivre avec attention pour les prochains spaghettis et types du jour aussi. Merci énormément, puis on se voit une prochaine fois. Merci beaucoup à toi. Bonne journée.
J'espère que vous appréciez l'épisode du podcast Ordinaire avec André-François Blanchette. Super intéressant. Juste un gars tellement facile avec qui discuter. Un gars motivant, je trouve aussi. J'ai même pas eu besoin de Mindblow aujourd'hui. J'étais juste dedans. Tout le long, on a eu une belle discussion. Un gars simpliste. J'adore ça. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié l'épisode du podcast Ordinaire. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, allez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et compagnie. Laissez des commentaires aussi si vous avez des idées de prochains invités. Si vous-même, vous n'êtes peut-être pas ordinaire, vous pouvez donner votre candidature. On vous regarde à chaque semaine. Merci beaucoup du support et à la semaine prochaine.